Bonjour, je vous remercie d'être avec nous. Je m'appelle Paulina Segovia. Je travaille au GISOLEN en tant que consultante en coordination. J'ai une formation en ingénierie environnementale et aussi j'ai de l'expérience en tant que communicatrice scientifique. La mission du GISOLEN, Global Science of Learning Education Network, est de maximiser les bénéfices globaux de ces stratégies scientifiques conçues pour répondre aux besoins d'apprentissage de divers apprenants et à notre avenir global. Aujourd'hui, on va parler avec la docteure en neurosciences Mathilde Serioli. Mathilde est la cofondatrice et directrice scientifique de l'ONG Everyone AI, qui est une organisation qui cherche à éduquer le public sur les opportunités et les risques de l'IA sur les enfants. En particulier, on va parler de l'article intitulé Le développement de l'enfant à l'ère de l'IA, perspective interdisciplinaire entre experts en intelligence artificielle et développement de l'enfant. Donc, Mathilde, je vous propose, avant de commencer, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, ravie d'être ici. Donc moi, mes travaux de recherche, un peu mon background, j'ai un master en psychologie à l'Université de Paris en France, et puis ensuite un doctorat en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal au Québec, et actuellement j'habite dans la baie de San Francisco, un petit peu genre justement dans cet endroit où l'IA est vraiment au cœur du quotidien, des débats, il y a énormément de choses qui se passent. Et au cours des dernières années, j'ai beaucoup travaillé justement en consulting avec des produits de EdTech, de jeux vidéo en consulting pour les aider à améliorer leurs solutions, euh, réellement comprendre comment l'enfant se développe, comment l'enfant apprend et comment on essaie de créer des outils qui vont vraiment aller bénéficier le développement et les apprentissages des enfants. Et dans ce contexte-là, bien sûr, l'intelligence artificielle est arrivée avec beaucoup de questions sur comment on l'utilise, comment on l'inclut, quelles sont les opportunités que ça représente, mais aussi beaucoup de choses sur quels sont les risques, un petit peu des fois la difficulté des gens qui ne sont pas du milieu de l'enfant de comprendre quels sont les risques spécifiques quand on parle d'enfants, parce qu'ils ont des vulnérabilités qui ne sont pas les mêmes que les adultes, qui sont en train d'apprendre, ils découvrent tout et ils apprennent beaucoup plus vite que nous, sont beaucoup plus efficaces. Ce qui veut aussi dire que selon les expériences qu'ils ont, soit ils apprennent plus vite, soit ils apprennent moins. Et quand on change beaucoup l'environnement, bah, ça peut représenter des risques particuliers puisqu'ils sont vraiment, ils ont besoin d'un certain niveau de stimulation et d'être stimulés d'une certaine manière. Et l'IA va changer ça. Alors, comment elle va le changer? C'est vraiment les questions qu'on doit se poser en tant que société. Est-ce qu'on va créer une IA qui est stimulante, qui vraiment soutient l'enfant dans son développement et dans les besoins qu'il a? Ou est-ce qu'on a une IA qui va avoir tendance peut-être parfois à trop simplifier certaines interactions? Donc, c'est vraiment un petit peu un débat qui est utile à avoir et qui est important quand on crée des régulations pour aller protéger les enfants et quand on crée des produits avec l'objectif de vraiment soutenir les enfants. Parce que souvent, j'entends des fondateurs qui ont des belles idées où ça part vraiment d'un bon sentiment, ils veulent créer des produits. Et parfois, c'est difficile de faire le travail, de se dire, OK, ça, moi, en général, quand je développe une nouvelle solution, en tant que fondateur, je pense au best case scenario. Quand tout se passe bien, voilà ce que mon produit peut faire. Il y a un réel besoin de penser aussi, c'est quoi le worst case scenario quand le produit n'est pas bien utilisé, le produit est trop utilisé, qu'est-ce que ça remplace? Donc, c'est vraiment accompagner aussi les fondateurs dans ces questions et dans être sûr que finalement le produit qu'ils ont envie de créer, et en général quand on crée des produits pour les enfants, c'est parce qu'on a envie de faire des choses chouettes, mais comment on s'assure justement de tenir les promesses de notre produit et qu'on arrive vraiment à remplir le potentiel d'une nouvelle solution qu'on crée. J'ai trouvé vraiment très intéressant les rapports de recherche que vous avez écrits. Il y a une section qui est spécifiquement sur l'IA appliquée à l'éducation. Et je voudrais parler un petit peu sur ça parce que c'est un très bon exemple pour Ouais. qu'on peut approfondir sur les risques et aussi les opportunités des apps éducatives. Un de ces articles que vous avez étudié rapporte que les apps éducatives les plus utilisées aux États-Unis ont été évaluées par une routine dont des sigles EVER, donc EdTech Evidence Evaluation Routine.
qui est une routine développée par des chercheurs aux États-Unis. Donc, en commençant pour ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus de qu'est-ce que c'est cette routine? Oui, alors cet article a été publié dans Nature. C'est un super travail qui a été fourni par les chercheurs. Et ça vient vraiment d'un constat, en fait. C'est que pendant la pandémie, il y a eu une accélération dans le développement et dans l'adoption d'outils et tech. Et d'un constat de se dire, bah, en fait, on utilise ces solutions, mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'elles fonctionnent? Est-ce qu'elles sont efficaces? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a pas de réglementation sur le marché qui sont très claires sur qu'est-ce qui constitue un outil EdTech. Il n'y a pas d'obligation en fait de prouver qu'une solution est efficace. Et donc, ça fait que quand on voit un petit peu justement ce qui s'est passé pendant la pandémie, globalement, le niveau académique a plutôt été vers le bas. Donc, de se dire, ben, est-ce que les outils qu'on a sont bons? C'était vraiment la question de base qu'ils ont eue. Donc, ils ont développé une méthode qui est réellement une échelle qui a 4 critères principaux qui sont notés tous de 0 à 5 pour aller évaluer la qualité d'un produit. Euh, donc, parmi les 4 critères, la première chose, c'est la qualité méthodologique pour évaluer l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un groupe contrôle? Est-ce qu'on garde un enfant qui utilise cette app s'améliore plus qu'un enfant qui ne l'utilise pas? Est-ce que c'est plus efficace que le prof? Est-ce que c'est moins efficace qu'un prof? Donc, ça fait partie de la qualité de la méthodologie. La deuxième chose, c'est justement l'impact. Est-ce que ce produit, il marche? Parce que maintenant qu'on l'a évalué de manière rigoureuse, est-ce qu'on a réussi à prouver un effet positif de cet outil? La troisième chose, c'est aussi, est-ce que cet outil il marche pour tout le monde? Parce que c'est bien joli d'avoir un outil qui fonctionnerait avec les 5 enfants les meilleurs de la classe et qui laisse les 20 derrière. Ce n'est pas un bon produit. Donc, on a besoin d'un produit qui fonctionne pour tous. Et puis, la dernière chose qui était vraiment intéressante, je trouvais de le mettre en fait dans cette méthode d'évaluation, c'est la qualité en fait éthique, de conception en fait de transparence de cet outil. Parce que qu'est-ce que deviennent les données? Bien sûr que quand un enfant utilise ces outils, il y a énormément de choses qui sont collectées sur ses temps de réaction, ses intérêts, à quel point il apprend vite. Et donc, comment on utilise ces données? Est-ce qu'on les utilise pour vraiment aller améliorer l'apprentissage de l'enfant? Oui, parfois c'est un petit peu le risque pour avoir des meilleures capacités de capter son attention et de le garder sur la plateforme. Donc, il y a vraiment tous ces critères qui sont pris en compte dans cette routine d'évaluation. Oui. Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter quels ont été les résultats de cette évaluation? Oui, alors les résultats étaient vraiment intéressants. En gros, globalement, ce que ça nous montre, c'est qu'il y a vraiment des produits qui peuvent faire de l'éducation, qui peuvent le faire très bien, qui peuvent aller améliorer l'apprentissage. Et que malheureusement, les produits les plus utilisés sont pas toujours les meilleurs finalement. Euh, Parce que ça manque d'une preuve d'efficacité. Alors, il y en a qui sont peut-être bons, mais globalement, on n'en sait rien puisque ça n'a jamais été évalué. On ne sait pas s'ils sont bons. Et quand on regarde réellement et que les chercheurs ont analysé ces produits pour la qualité au niveau éducatif, souvent ça manque un petit peu de valeur éducative parce que c'est pas parce qu'une app a du contenu éducatif, c'est pas parce qu'une app dit A, B, C, D, E, F que l'enfant va apprendre l'alphabet. C'est plus compliqué que ça. C'est plutôt justement dans la méthodologie d'apprentissage. Est-ce qu'il y a une méthode derrière? Est-ce qu'il y a des connaissances qui sont utilisées pour aller améliorer l'apprentissage de l'enfant? Et c'est un vrai problème à l'heure actuelle dans la tech, c'est que la métrique principale, c'est pas l'apprentissage, c'est le temps d'engagement. Combien de temps l'enfant passe sur une app. Et c'est vrai que tant que ça, ce sera la métrique, ben, les choix qui sont faits en termes de design ne sont pas les mêmes, puisque si le but, c'est que l'enfant il passe le plus longtemps possible, un enfant, il n'est pas capable d'apprendre pendant 1 heure et demie. Mhm. Le cerveau n'est pas fait pour, pendant 1 heure et demie, être dans une situation qui est challengeante. Donc, ça veut dire qu'on a une app qui ne peut pas être challengeante. Et quand il n'y a pas du tout de challenge, bah, il y a très peu d'apprentissage. Donc, souvent, c'est plutôt des apps qui vont aller dans la répétition, qui vont encourager un usage prolongé, qui des fois aussi vont avoir des choses comme des promotions spéciales. C'est, je sais pas, c'est la saison. Alors, moi, je suis aux États-Unis de Halloween. Il y a des avatars spécifiques, des choses à aller chercher autour d'Halloween pour créer un peu une urgence d'utiliser aussi ces actes, toutes ces choses-là sont vraiment plus faites sur l'attention finalement que sur l'apprentissage. D'ailleurs, c'était intéressant quand ils ont interrogé plus de 1000 enseignants aux États-Unis sur ce qu'ils pensaient eux-mêmes de l'utilisation de ces outils. Seulement 16% en fait, des enseignants pensent que ces méthodes sont réellement efficaces. Mhm. Ce qui n'est pas très encourageant non plus. Donc, ça veut dire que même si les profs les utilisent, ils ne sont pas forcément convaincus que ça fonctionne tant que ça. Oui.
Oui, j'ai trouvé vraiment intéressant dans l'article, sur l'article qui parlait de que la valeur de la majorité des apps, c'était d'engager l'enfant, de passer plus de temps. On Mhm. pense, en tant que parent, à l'école, on pense qu'ils sont en train d'apprendre, mais pas vraiment, parce que la valeur éducative est très bas sur cette Ouais. application. Et qu'est-ce que sont les conséquences de ce type de apps telles qu'elles sont maintenant sur le développement de cerveau, le développement cognitif et émotionnel des enfants et des adolescents? En fait, vous venez de le souligner très bien, c'est que l'enfant, il est en train de passer du temps à faire ça. Imaginons, parce que chaque chose qu'un enfant fait dans une journée n'est pas supposée être éducative. Bien sûr que des fois, ils ont le droit de jouer, ils ont le droit de faire des choses qu'ils ne leur apprennent pas. Le problème, c'est que la promesse qui est faite par certains de ces outils-là, et je vais bien dire certains, parce qu'il y en a qui le font très bien. Bon, toutes les apps ne sont pas mauvaises, c'est juste qu'elles ne sont pas toutes bonnes. Mais dans le cas où ces apps ne sont pas efficaces, on va avoir, que ce soit à l'école ou à la maison, un enseignant qui se dit l'enfant est en train de travailler ce concept. Ou si on prend l'exemple à la maison, par exemple, d'un parent qui voit bien que son enfant il n'apprend pas à lire à la bonne vitesse, que l'enseignant lui dit c'est un petit peu difficile pour votre enfant, qui va se dire bah, il y a cette app qui me dit qu'elle est vraiment bonne, sans forcément preuve de concept. Mon enfant, je vais lui faire faire tous les jours pendant 1 heure. Et puis, bah, si on a une app qui n'est pas efficace, ça veut dire que pendant 1 heure, on pense que l'enfant est en train d'apprendre, puis il n'est pas en train d'apprendre. Donc là, c'est vraiment une perte d'opportunité, c'est un peu une perte de temps qui pourrait être passée à autre chose. Et d'ailleurs, quand on regarde au niveau de l'éducation, il y a eu un rapport et au Royaume-Uni et en Norvège qui montre en fait qu'il y a une association qui n'est pas positive en fait entre l'introduction de la tech et la qualité des apprentissages. Donc, globalement, plus il y a de tech dans l'école et moins il y a d'apprentissage. Et ça, c'est pas à cause de la tech, c'est à cause du choix des outils tech. Il y en a Ouais. qui sont bons et c'est pas forcément ceux qui sont pris parce que bah, c'est pas les plus beaux souvent, c'est pas ceux qui ont le meilleur design, c'est pas ceux que les enfants veulent faire le plus longtemps. Un enfant, s'il veut y jouer pendant 1 heure et demie, c'est probablement un signe que c'est pas, il n'y a pas de temps d'apprentissage. Donc ça, c'est un des risques. C'est vraiment une perte d'opportunité en fait. La deuxième chose que je vois, c'est que ça déplace souvent la motivation de l'enfant d'apprendre vers le jeu. Donc même quand l'app est bonne, quand il y a trop de gamification, et c'est souvent un problème, c'est qu'il y en a beaucoup, même si l'app est efficace, à un moment, on va voir que l'enfant, il est plus motivé pour aller chercher des points que pour aller vraiment réfléchir. Et c'est là quand on voit les apps qui sont un peu type QCM, où il faut aller cliquer sur la bonne réponse. Et puis pour avoir fait du bêta testing avec les enfants, on le voit vraiment où ils se mettent à cliquer super vite, ils s'en fichent de faire une réponse, parce Ouais. qu'au final, ils font une erreur, ça leur dit c'est pas la bonne réponse, ils en essaient une autre. Et puis à la fin, ils ont fini le niveau et là, ils peuvent aller passer du temps dans le jeu. Donc des fois, c'est dans le design même. Des fois, même si la méthode est bonne, quand le design n'est pas assez bien fait, euh, l'enfant, il va trouver la manière d'avoir plus de fun dans le jeu. Il va tomber plus dans le divertissement que dans l'apprentissage. Et puis la dernière chose, c'est que des fois, les données des enfants sont utilisées en fait pour que l'enfant passe plus de temps sur l'app, parce que plus une app est utilisée longtemps, mieux elle est cotée. Mm. Euh, et donc, du coup, ça change un petit peu le design. Et il y a vraiment aussi une politique un peu de captation, comme je disais, l'exemple de l'app qui va faire des choses spéciales en fonction des saisons pour créer une urgence d'aller l'utiliser dans ces moments-là. Ça, c'est des choses qui sont plus embêtantes parce que c'est pas l'objectif à la base de ces apps, c'est d'être dans l'apprentissage. Mm. Et aussi, il y a des risques qu'on sait si nos enfants, ils sont pas en train d'apprendre en utilisant l'app, mais ils Mm. passent beaucoup de temps sur l'écran. On sait déjà qu'il y a des risques de passer très longtemps sur un écran, en face d'un écran. Ouais. Et, et donc, on sait qu'il y a des opportunités aussi. Et quels seront les éléments clés qui doivent être les apps éducatives pour atteindre leur but d'apprendre? Alors, en général, ça va être des apps qui sont développées en collaboration avec des chercheurs en éducation, avec des enseignants. Et ça, c'est quelque chose que les parents peuvent aller vérifier. Il y a des apps qui sont développées des fois en partenariat avec des universités, et ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que on part d'abord des connaissances pour ensuite aller le traduire dans un jeu, ce qui des fois est l'inverse. Des fois, on part vraiment d'un jeu et puis on va aller rajouter du contenu éducatif sans forcément la construction de comment on fait de l'éducation et de l'apprentissage avec les enfants. Donc ça, c'est vraiment un premier élément. Si vous voyez que c'est en partenariat avec une université, c'est souvent bon signe.
il y a vraiment un besoin de voir aussi est-ce que l'app a été testée. Et il y en a qui le font, hein. Vous pouvez voir souvent sur le site internet, passer un petit peu de temps, aller chercher et aller lire justement les rapports qui vont montrer oui ou non l'app, elle est éducative, elle fonctionne. Donc ça fait partie des choses. Et puis finalement, si on pensait dans l'idéal, en fait, ça devrait être quoi une bonne app éducative? Ça devrait être une app qui est efficace. Et donc pour ça, moins on y passe de temps, plus on a... Et en un très court de... Excusez-moi. En y passant peu de temps, on est capable d'apprendre très bien. Une app où il faut passer 1 heure et demie, où il y a peu d'apprentissage, est bien moins bonne qu'une app où en 20 minutes, on aurait un très bon apprentissage. Ça, c'est la première chose. Une app aussi qui est construite pour avoir des renforcements dans le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'un concept a été vu, on le revoit régulièrement pour être sûr que l'apprentissage est consolidé et que c'est pas genre l'enfant l'a appris et 2 semaines après, il l'a oublié. Donc ça Mhm. fait partie des signes qu'une app est quand même bien développée et va vraiment tenir sa promesse justement d'aller aider un enfant qui est en difficulté à la maison pour aller retravailler certains concepts ou d'aller supporter l'enseignant en vraiment en proposant des exercices qui vont faire qu'une fois que l'enseignant a fait sa leçon, l'enfant peut aller s'entraîner dans un contexte qui peut être intéressant aussi. Et est-ce que c'est important aussi que les apps n'aient pas trop de gamification, de ludification sur leur design? Ouais. Alors, c'est une vraie question. Je pense que la gamification n'est pas une mauvaise chose, c'est comment on l'utilise, une fois de plus. Quand on apprend quelque chose, alors je pense qu'un exemple qui fonctionne bien pour un adulte, ce serait apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas, que ce soit un nouveau sport, que ce soit un instrument de musique pour quelqu'un qu'on n'a jamais fait, ou même un nouvel instrument. C'est difficile d'apprendre quelque chose où on ne sait rien et on n'a pas les bases. C'est dur de se motiver, c'est dur d'être motivé, c'est assez décourageant, c'est un peu confrontant aussi, en fait, d'être en échec. Donc, avoir un peu de gamification, surtout dans le début des apprentissages, pour justement aller embarquer l'enfant, pour qu'il aille former suffisamment de connaissances pour ensuite être compétent et pouvoir faire des choses plus complexes. Là, la gamification peut être bien pour créer un contexte ludique où finalement, des fois, on a peut-être, surtout quand on pense aux enfants qui sont en difficulté, qui se sentent en échec, bah, le fait de passer par quelque chose qui est plus du jeu, c'est moins confrontant, c'est moins intimidant. Ça permet aussi à l'enfant d'avoir plus de liberté. Donc, c'est pas du tout, il faut pas de gamification, c'est qu'il le faut au bon moment. Euh, il ne faut pas qu'il y ait que de la gamification. Donc, une app qui explique très très bien les concepts, qui des fois fait des exercices qui sont un peu plus terre à terre et qui de temps en temps vont aller donner un jeu à l'enfant pour faire aussi une petite pause. Des fois, genre justement, dans les OK, ils font beaucoup d'apprentissage. À un moment, on a tous besoin d'avoir un petit break et qui après va être capable de retourner vraiment dans l'utilisation de l'app. Là, la gamification est plutôt bonne. Donc, c'est plus de comment on l'utilise, pas du tout contre. C'est vraiment à quoi elle sert finalement, cette gamification. Hmm. Et donc, c'est pas que c'est qu'il y ait de la récompense de jeu, mais que la récompense soit qu'on apprend. Ouais. OK. Et donc, on a parlé de cette étude, mais comme on a dit au début, euh, votre titre de recherche, vous avez étudié plus de 300 articles. Et Mhm. donc, selon vous, quels sont les risques et les opportunités qui apporte l'IA dans l'éducation, dans le terme général de tous les articles que vous avez étudiés? Ouais, ça a vraiment été d'ailleurs un petit peu le fond de ce sujet, de se dire en fait qu'est-ce que l'IA apporte. Alors quand on pense dans l'éducation, un des nouveaux paramètres finalement, c'est quand même l'IA générative, qui est plus récente dans son intégration dans ces produits-là. Elle a un réel potentiel un petit peu de rebattre les cartes quand on y pense, soit d'aller améliorer les solutions existantes et d'aller créer des nouvelles opportunités, ou, et si on est un peu pessimiste, de juste aller un petit peu empirer les failles actuelles. Donc il y a un peu ces deux côtés-là, et ça va être vraiment les choix et aussi la guidance qu'on va avoir auprès de ces concepteurs d'app hein, pour aller justement les aider à les développer de manière bénéfique. Donc si on voit du côté quels sont les avantages, les bénéfices qu'apporte cette IA générative, c'est qu'on peut arriver à enfin, des interfaces qui vont être beaucoup plus complexes. Parce que c'est vrai que souvent, maintenant, on est dans des jeux assez simples, plutôt dans tu cliques sur un bouton. Là, grâce à l'IA générative, on peut avoir des questions ouvertes où l'enfant peut aller créer des réponses plus complexes. Donc, il est obligé de développer sa pensée. Euh, et avec cette IA qui va être capable d'analyser en fait les réponses qui sont données en réponses plus ouvertes, euh, ce qui peut permettre de voir, ok, qu'est-ce que l'enfant n'a pas compris, quels sont les concepts qui ont l'air moins clairs, aller reposer des questions, s'assurer, ah, peut-être qu'il l'a pas bien exprimé ou non, vraiment il l'a pas compris,
Et s'il n'a pas compris, quelle est la leçon qu'on va aller lui donner. Donc il y a vraiment cette capacité de l'IA à faire ça, d'aller être plus efficace dans comment on soutient l'enfant dans l'apprentissage. Par contre, le risque, autrement, ça peut être que justement, cette IA, elle est meilleure pour aller analyser les réponses de l'enfant, pour aller voir ce qu'il aime, pour aller voir ce qui le motive et renforcer finalement un petit peu cette captation de l'attention en proposant des choses qui l'intéressent particulièrement. Euh, et d'aller du coup renforcer plus la gamification que l'apprentissage. Donc ça fait partie des premiers risques. Et le deuxième, c'est que bah, à chaque fois qu'on a une nouvelle technologie, on introduit des nouveaux risques. Euh, Ce qui va être, par exemple, si on a une IA générative avec lequel l'enfant peut converser, qu'est-ce que cette IA peut faire? Quel est le lien qui se crée avec l'enfant? Euh, Potentiellement, et ça c'est un risque qu'on voit déjà un petit peu dans la tech, c'est d'aller surutiliser en fait les produits alors qu'on n'a pas de preuve d'efficacité. Parce qu'on se dit, bah, c'est plus complexe, ça fait plus de choses, donc on va les utiliser de plus en plus. Alors, si elles sont très bien faites et qu'elles sont efficaces, pourquoi pas? Mais si c'est pas le cas, il va falloir faire attention à ça. Donc, il va falloir peut-être être d'autant plus rigoureux justement et utiliser la routine Ever, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, pour aller vraiment s'assurer qu'on a des produits qui sont efficaces. Puis après, la dernière chose, c'est que même, imaginons, on a une app qui est réellement efficace, qui fait vraiment bien son travail. C'est quand même important dans l'éducation et dans l'école de penser quelles sont les choses qu'on apprend. Parce que bien sûr qu'on apprend des données académiques qui sont importantes, mais on apprend aussi énormément de choses. On apprend à être dans un groupe, on apprend les compétences sociales, on apprend à regarder son ami, à avoir de l'empathie avec lui, à prendre son tour, à attendre dans un groupe, à entendre d'autres opinions. Et donc c'est vrai que si on tombe dans une éducation qui est très personnalisée, où l'enfant est beaucoup plus en interaction avec un écran qu'avec les gens autour de lui, il va aussi aller rater des opportunités. Donc c'est aussi comme on design, on peut très bien se dire, bon, bah, maintenant quand on fait, je sais pas, un travail de maths, il n'y a plus de travail de groupe. Donc c'est du temps qu'on perd en groupe, mais en même temps on apprend plus vite, c'est plus efficace parce que ça va au rythme de l'enfant. Bon, bah, ce temps qui est dégagé, on en fait quoi? Est-ce que justement on en profite pour avoir des interactions sociales plus riches? Donc c'est aussi comment on repense l'école avec ces outils-là lorsqu'ils sont efficaces pour aller s'assurer que on continue d'offrir à l'enfant toutes les stimulations, toutes les expériences dont il a besoin pour aller se développer. Merci beaucoup, Mathilde, pour cette conversation. On va partager l'article, les liens de l'article que vous avez sur votre site internet. Et aussi, vous avez les résumés exécutifs en anglais et en français. On va les partager aussi. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup pour cette invitation. Au revoir.